Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis avec Dimitri aujourd'hui. Bonjour Dimi. Ouais, salut Elliot. Comme d'hab, vous commencez à connaître la routine, hein. Ça vous plaît, vous likez la vidéo, vous la partagez le plus possible partout, LinkedIn, Twitter, Facebook et ainsi de suite. Et puis, vous pouvez activer la cloche pour avoir les notifs de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis en bas, vous avez le lien pour vous inscrire à ma newsletter. Ça vous permet de recevoir également les vidéos de la semaine. Là, aujourd'hui, je suis avec Dimi. On a eu Morgan et David Goss il n'y a pas très longtemps. Et la semaine prochaine, il y a trois autres nouveaux invités. Donc, je vous laisserai découvrir de qui il s'agit. On va passer à Dimi. Je suis très content de t'avoir. Ça fait un bout de temps qu'on a planifié ça et avec mon planning à la con, on peut le dire, c'est un peu galère. Donc là, on est samedi matin déjà. Merci de prendre du temps un week-end, un samedi matin. Tu vois, alors, il fait beau, on pourra aller se balader. On est comme des geeks devant nos PC. Mais merci de prendre du temps. Bah, écoute, est-ce que tu peux peut-être te présenter et puis tu dire un peu ce que tu as fait avant, qui tu es, comment on te connaît, ainsi de suite, quoi. Ok, bah moi c'est Dimitri. J'ai commencé le SEO en 2008-2009. Je suis certifié CESEO depuis 2011. J'ai fait la SEO High Level en 2013 et 2014, donc avec Paul, Mathieu, Kevin et les autres intervenants. J'ai été très actif au niveau du SEO Camp entre 2015, enfin depuis 2015. D'abord comme bénévole, puis comme membre du CA, vice-président, puis surtout j'étais permanent, le premier permanent pendant un an et demi. J'ai notamment organisé le sur Campus 2017 et 2018 pour les 10 ans. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui était très, très intéressant. En 2019, j'avais créé la plateforme avec deux confrères We Want Link. Et donc, moi, je fais du netlinking essentiellement depuis le début. Et aussi pas mal de PBN du coup parce que quand j'ai fait le SO High Level, c'est quand même quelque chose qu'ils avaient mis pas mal en avant et donc depuis 2013 je fais pas mal de PBN. Ouais. Ok. T'as fait Light Level deux années de suite parce que tu étais un mauvais élève ou parce que ça te passionnait Alors je l'ai fait une fois début 2013 puis fin 2014, donc il y avait plus ou moins 18 mois entre les deux. Tout simplement je l'ai fait une fois à ma demande dans ma boîte parce que je voulais le faire et puis plus ou moins un an et demi après j'ai changé de job et dans ma nouvelle boîte ils m'ont proposé de le refaire. J'allais pas dire non puisque j'avais quand même assez bien apprécié la première session. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est avec Paul, Mathieu, Kevin, tout ça, c'est quand tu les as 2, 3 jours là comme ça, tu peux beaucoup discuter avec eux et c'est très enrichissant. Donc, c'était plus l'occasion qui fait le larron. Voilà. Ok, c'est clair, ça se refuse pas. Non, clairement Les pas. Light Level payés, ça se refuse pas. Ok, donc nous, on s'était connus dans le cadre du SEO Camp et après, tu étais venu me filer un coup de main à Orléans. Ouais, ouais, Le SEO by effectivement. Night 2 ou 3, je sais plus, et tu nous as filé un grand coup de main pour l'orga et la gestion sur place parce qu'on manque toujours de bras et de bénévoles pour gérer tout, pour penser à tout, et ainsi de suite. Donc encore merci parce que ça avait été super utile. Avec plaisir. Ce qu'il y a, c'est que moi, ayant organisé des dizaines d'événements pour l'asso, je sais qu'effectivement, on manque parfois de bras, et puis bon, j'ai quand même l'expérience, donc comme on se connaissait quand même bien, j'avais proposé de venir te donner un coup de main, et c'était bien patient, c'était bien amusé. Et Ouais, c'est un des derniers événements physiques que j'ai pu faire, à part les deux derniers SO Campus qui ont été organisés à Paris, dans le cadre quand même sanitaire un peu particulier, mais le dernier, ouais. je pense, vrai event, on va dire, sans problème, je pense que c'était le tien, voilà. Donc c'est un bon souvenir. Il y en avait un à Lyon qui avait lieu un peu plus large, pas que SEO, mais un peu plus large, qui avait lieu au mois de fin novembre. Et je crois qu'en décembre, il n'y a pas eu grand-chose et la merde nous est tombée le Covid sur début janvier, donc ou mi-janvier. Donc ça a été Ouais, janvier, effectivement l'un février, des c'était... derniers. Ok. Tu voulais parler, donc on a plusieurs sujets aujourd'hui. On va parler PBN, netlinking, bien sûr. On finira par du bullshit SEO et tu voulais nous parler de la certif Ouais, je Caseo vais ou pas... Céséo, je confonds toujours les deux. Mais en gros, des certifs que propose le SEO Camp, parce que tu as beaucoup bossé dessus, quoi, quasiment sur totalité, je ouais. crois, ou au moins la mise en place. Depuis 2015, en fait, je m'occupe, enfin, en tout cas partiellement, des certifications. Donc la certification CZO, elle a été lancée, je pense, de mémoire en 2010. Donc moi, je l'ai passée en 2011. Et j'ai rejoint l'équipe en 2015. Et je dirais, 2018, peut-être, la date exacte, je ne me rappelle plus, on a lancé la CASEO.
Alors pour ceux qui, comme toi, peut-être ne font pas la différence entre les deux ou ne connaissent pas. Donc en gros, la CSEO, c'est une certification d'expert SEO. Elle est très très dure. Donc c'est vraiment, voilà, l'idée c'était vraiment, c'est des experts. Donc c'est vraiment des gens qui sont des seniors, qui sont vraiment très très bons. Euh, et la réflexion que j'ai eue après quelques années, c'est de se dire, OK, on a une super certification pour les experts, mais une fois que tu es expert, tu n'as peut-être plus tant besoin de ça, d'une certification, tu as déjà fait tes preuves. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est une forme de certification qui peut être utile aux juniors, médiors qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience et qui veulent peut-être trouver un job. Et du coup, on a lancé la case qui est un niveau intermédiaire. Attention, elle n'est pas facile, hein, c'est quand même un niveau intermédiaire avancé, mais qui est quand même beaucoup plus facile que la CSEO. Au niveau de la CASEO, c'est un QCM qui est très large, puisque le SEO, c'est fort large. Et depuis qu'elle existe, elle fonctionne quand même fort bien. Au niveau de la CSEO, il faut savoir que là, on a lancé tout un processus pour la faire reconnaître au niveau de l'État, au niveau RNCP, etc. Donc, le dossier est envoyé il y a, je regarde la date exacte, le 12 octobre. Mais maintenant, il faut quelques mois. Dire, si le processus est finalisé, ce sera dans Si on 8, te 6 à demande 9 aucune modif et rien en plein milieu, on va Pardon? forcément te demander une modification ou un truc qui va pas aller ou un papier qui manque ou je sais pas quoi. Donc, ouais, J'imagine, ce serait trop beau que du premier coup, ce soit validé, hein, tu connais l'administration. Mais en tout cas, voilà, le dossier était rempli. On a mis plusieurs mois à plusieurs, hein. Donc, il y avait Julie Chanton, Sébastien Monnier, Alexandre Santoni et moi-même qui avons vraiment travaillé sur ce dossier. Donc là, on croise les doigts. On espère que ça ne va pas prendre trop, trop longtemps. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que nous faisait remarquer souvent. Oui, elle n'est pas certifiée par l'État, etc. C'est apparemment important pour plusieurs personnes. Donc voilà, on a entendu et on a vraiment fait ce qu'on pouvait. En tout cas, le dossier est rentré et on croise les doigts pour qu'elle le soit prochainement. ok. Donc, ça, donc bah déjà, avoir une certif, ça permet de reconnaître un peu plus niveau diplômant, si tu veux. C'est pas juste un truc alors, entre nous, on connaît, si tu veux, mais c'est le cadre où le SEO va aller bosser peut-être in-house ou dans une boîte qui embauche son premier SEO et qui sait pas trop de quoi on Ouais. parle. Comment le patron va savoir que le mec est bon ou un pipoteur, tu vois? Ça veut dire quoi concrètement en langage simple quand j'ai ma Caseo ou ma Céseo? euh, Dans l'échelon, en fait, qu'est-ce que ça reconnaît? Tu sais, quand tu es, je sais pas, bac+5, on dit, voilà, tu sais faire, en gros, ou tu as au moins des connaissances dans tel domaine. Là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu débutes dans le SEO, tu es déjà bien avancé et tu maîtrises, tu peux prendre une stratégie en main. Toi, est-ce qu'il y a des repères comme ça assez simples? C'est pas aussi simple parce que bon, voilà, le SEO large, etc. Mais notre idée, en tout cas, c'est de dire que quelqu'un qui a la Caseo, c'est quelqu'un qui a au moins 2, 3 ans d'expérience et qui a quand même déjà une très bonne connaissance du SEO. Après, il y a des gens, je vais prendre les deux extrêmes. Il y a un garçon qui sortait de l'école, qui n'avait pas aucune expérience, qui l'a réussi. Et inversement, il y a des consultants qui ont 6 ans d'expérience, qui l'ont raté parce qu'ils l'ont certainement pris à la légère, etc. Donc voilà, mais dans la théorie, c'est des gens qui ont quand même déjà un niveau avancé, mais qui sont capables de gérer des projets SEO eux-mêmes, mais peut-être qui n'ont pas encore toutes les subtilités de tout ce qui est possible de faire. Donc, tu ne peux pas non plus souvent être un expert en rédaction, un expert en analyse de log, un expert en netlinking, enfin, tu vois, donc tu ne sais pas encore être au top partout, mais tu as déjà un bon niveau, quoi. Et D'accord. il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'agences qui font passer la CASEO en interne pour un peu, je pense, aller motiver un petit peu les troupes, etc., pour un petit peu voilà, voir le niveau. Mais aussi, dans le cadre du recrutement, on a plusieurs agences, des grosses agences qui ont pignon sur rue, et aussi des petites agences, qui, dans leurs annonces, si ils l'indiquent, hein, si une certification du SECOM, c'est un plus, et qui, voilà, lorsque quelqu'un vient et qui dit je suis certifié Caseo ou CESEO, vu qu'eux, ils le font passer en interne, ils savent déjà le niveau plus ou moins de la personne. Et donc, c'est quand même intéressant. Ouais, donc quand tu es recruteur dans le domaine, c'est pas mal aussi peut-être de l'avoir passé déjà pour savoir un peu de quoi on parle et voir le niveau Ouais, attendu ou tout, pas attendu, quoi. Ouais. Elle tout est, à elle est pas, fait. alors moi je l'ai jamais passée, donc elle se passe souvent pendant des events, hein, elle se passe pas en ligne. Si, si, Euh, si, on peut si, la passer en ligne maintenant. on Ok. peut la passer en ligne aussi. Ouais. Ok. La majorité, même maintenant, en fait, même depuis le Covid, tu dis la majorité se font même en ligne pour le moment. Ouais. Puis même dans un event, c'est assez compliqué parce que on la fait passer à midi généralement.
Moi, je me rappelle, à Orléans, c'était donc il faut une salle, il faut que ça soit bien installé. Les gens ne mangent pas, ils prennent une demi-heure ou trois quarts d'heure, ils mangent vite fait, et puis après, tu vois, donc c'est compliqué à organiser. C'est vrai qu'en ligne, c'est beaucoup plus simple, quoi. Tu fais ça un peu. Oui, effectivement, à chaque event qu'on organise ou sur lequel on est partenaire, ben, on essaye d'organiser une session pour que les personnes qui soient sur place, qui soient intéressées, puissent la passer. Mais effectivement, pour nous, c'est effectivement plus facile en ligne. Il y a moins de choses à prévoir, pas besoin de salle, etc., comme tu le dis. Et donc, il y a des sessions, donc Casio tous les mois. Il y a le planning des sessions sur le site de l'asso. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous invite vraiment à tester la Casio et on est avide de remarques, de conseils pour si vous la testez. N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis. Ok, donc il suffit de s'inscrire. Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il faut être adhérent de la sauce pour la faire? Alors, sur les events physiques, là, on laisse tout le monde participer. Si vous êtes là, ça vous intéresse, voilà. Par contre, pour les sessions en ligne, il faut être adhérent de l'association. Et après, ça coûte, une fois que vous êtes adhérent, vous inscrivez, c'est 10 € la session. Donc, c'est pas Oui, tout le donc montant. on peut dire que c'est gratuit, quoi. Oui, voilà, quoi. 10 balles. Et juste, et pour les gens qui se poseraient la question, c'est juste parce que bah, il y a un outil qu'on doit payer, il y a la personne qui organise qui doit être rémunérée, etc. Donc, ça ne permet pas de gagner de l'argent, ça permet juste de couvrir les frais. Putain, merde, je croyais que c'était pour le champagne et les bitcoins, moi. Non, ça, c'est juste à Orléans, ça. Oui, oui, alors ouais, parce que même maintenant, alors même avant, mais maintenant encore plus en étant RNCP, il faut contrôler que le candidat est bien derrière le PC, qu'il faut enregistrer les temps de réponse, ainsi de suite. Il y a tout Ouais. des éléments à fournir, quoi. Il faut s'assurer que c'est bien la personne qui s'est inscrite qui passe l'examen, etc., qui est pas... Malheureusement, je Riche, veux quoi. dire, moi, je m'en occupe depuis 2015, donc ça fait 6 ans. On n'a quasi jamais eu de cas de triche avéré, je veux dire. Et là, récemment, cette année, bon, on a eu un cas un peu particulier. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on suspecte Bon, si fortement. on veut des détails, sans citer de nom, mais un peu de détails, ça a l'air croustillant, le truc. Mais non, bah, il y a des gens qui ont passé l'assertif, un groupe de personnes qui l'ont tous raté, certains même largement. Et bah, ils l'ont repassé quelques semaines après. Et là, ils ont quasi tous fait sans faute. Bah oui, donc on suspecte voilà, qu'ils aient enregistré la session et cherché toutes les réponses. Et voilà, donc bon, et du coup, généralement, on essaie de mettre tous les mois les questions, en tout cas une partie des questions, des nouvelles questions pour justement éviter ce genre de choses. Là, c'est avéré que ce mois-là, justement, on ne l'avait pas fait. Et, mais du coup, voilà, je trouve ça triste parce qu'en plus, c'est un groupe d'une même boîte. Ouais, je vois pas l'intérêt, mais bon, bref, c'est Ok. arrivé une fois, donc maintenant, on est encore plus vigilant qu'avant, quoi. Ouais, faut pas accepter que la personne repasse le même mois ou à des mois proches, faut peut-être mettre un. Oui, ben en fait, normalement, il y a un délai. Et là, il avait été un peu. Voilà, il y a eu des petits bugs de notre côté aussi. Le délai qui est normalement de 2 mois, n'a été que d'1 mois. On n'avait pas mis de nouvelles questions, alors que d'habitude, on le fait. Mais je veux dire, voilà, il y a eu toutes ces circonstances, mais il y a quand même eu cette volonté de gruger le truc. Et ça, c'est vraiment la première fois qu'on le constate parce qu'on voilà, on faisait attention. Et là, c'était assez évident. Ouais, ok. Donc on précise sur l'organisation. On a Marine donc qui est salarié bénévole. Toi, tu l'étais, genre salarié, pardon. Toi, tu Oui. étais aussi à son avant dans son cas. Donc à part cette aide, tout le monde est bénévole au SEO Camp, donc y compris toi. Donc c'est sur le temps perso quand on peut. Sur voilà, c'est le principe du bénévolat. Donc tout n'est pas toujours parfait et droit, mais on fait ça comme on peut et quand on peut, quoi. Donc Oui, effectivement. Donc, il y a bah, surtout donc, Alexandre Sotoni et moi qui gérons tout ça. Et puis après, il y a tout le jury qui sont aussi des bénévoles qui nous aident. J'ai envie de les citer, mais j'ai juste peur d'en oublier un. Mais je vais quand même m'y lancer. Donc, au niveau du jury CESEO, bah, il y a 6 personnes. Donc, en plus d'Alexandre Santoni et moi-même, il y a Sandrine Bertrand, il y a Nils Talibar, il y a David Groot et il y a Rémi Nestasio qui nous a rejoint récemment. Ah oui, et juste, j'oubliais, et Sébastien Monnet qui nous rejoint également. Donc, en fait, nous sommes 7 maintenant. Donc voilà, et effectivement, ils sont tous bénévoles et je les remercie vraiment de leur aide parce que sans eux, on ne pourrait pas faire de certification.
Ok, donc tout le monde amène un peu son expertise pour poser des Tout à fait. Donc, questions et ben, il y a deux niveaux. Donc, c'est vraiment l'ajout des questions. Donc, la réflexion, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme question, quelle thématique, etc. Et puis, au niveau CSE, pour le moment, il y a un audit technique. Ben, il faut corriger les audits. Et ça, ben, ça se fait, contrairement au QCM qui se fait automatiquement avec les outils, ben, l'audit pas. Donc, quand on a 5 6 audits à corriger, ça prend plusieurs heures. Et bah, pour que ce soit légitime, il ne faut pas qu'il y ait qu'une ou deux personnes qui donnent un avis. Et donc, c'est pour ça qu'on est 7 et ça prend plusieurs heures à chacun. Donc, voilà, sans eux, ce ne serait pas possible. Donc, un grand merci. ouais, je veux bien le croire. Ok, ça roule. Bah donc du coup, bah, si vous avez envie de vous jeter, ça peut être un élément pour le recrutement. Sur un CV, ça peut être un plus. Ça peut aussi être un peu une reconnaissance personnelle de savoir où on en est en fonction du niveau. Donc comme tu l'as justement dit tout à l'heure, il y a des très très bons qui échouent. Euh, voilà, donc Ce qui est c'est pas forcément. intéressant, comme tu le dis, au-delà de la réussite éventuellement sur un CV, etc., il y a aussi beaucoup de gens qui la passent pour voir, voilà, pour se tester vraiment, et qui me disent à la fin, ah ben c'est intéressant parce que je me rends compte que sur ce point-là, j'ai des lacunes et qu'il faudrait que je creuse un petit peu. Donc, même les gens qui ratent, en fait, ils trouvent quelque chose de bénéfique souvent, et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, parce que le spectre du SEO étant quand même relativement large, même si on prend les trois piliers, entre un mec qui va faire du netlinking et comment il le fait, quelqu'un qui va faire de la rédac et quel niveau de rédac, et quelqu'un qui fait de la technique, quel niveau de technique, quoi. Est-ce que c'est de l'optimisation, de l'amélioration d'un CMS ou c'est vraiment du code et de l'optimisation extrêmement technique, tu vois, c'est encore des spectres C'est hyper vraiment large. larges, quoi. Tu as le référencement des vidéos, tu as le référencement local, international, enfin, Oui, et j'ai oublié tout ça, ouais, enfin, on a effectivement. un métier qui est très très large et on essaye au niveau pardon, de la Casio d'avoir des questions un petit peu sur tout. Après, on part du principe qu'on ne peut pas tout connaître non plus et donc bon, il y a 80 questions, il faut obtenir 80% de bonnes réponses. Ça laisse quand même le droit à 16 erreurs parce qu'on part du principe que bah oui, tu peux pas tout connaître. Donc, Ok, bah écoute, ça roule. Donc si vous voulez, bah, inscrivez-vous. C'est 10 euros en ligne. Ça se fait sur le site web. Donc bah voilà, et si foncez vous avez des tous. Je questions, mettrai le lien en dessous. Foncez tous vous inscrire, quoi. voilà, et si vous avez des questions, bah, vous pouvez soit utiliser le formulaire de contact ou même voilà, vous pouvez me poser une question sur Twitter ou LinkedIn. J'y répondrai avec plaisir. Ok, bah merci pour toutes ces infos. On passe à la partie PBN Netlinking. Oui, Ok. donc effectivement, dis-moi. Est-ce qu'avant de faire la high level, déjà, tu faisais du PBN ou du netlinking ou est-ce que c'est l'événement qui t'a vraiment déclenché, quoi? Alors du netlinking, oui. Il faut savoir qu'à l'époque, donc moi quand j'ai commencé en 2008-2009, netlinking, à la base, tu pouvais inscrire ton site dans 50, 80 annuaires, mettre l'encre exacte et tu rankais. Donc voilà, donc c'était pas tout à fait la même chose. Du PBN en tant que tel, je réfléchis à mes tout premiers, c'était plus ou moins à la même époque. Donc je pense que j'avais déjà commencé à faire un ou deux sites comme ça, mais pas du tout avec la même réflexion et Mm. la même. Mais du coup, il y avait moins besoin parce que vu le nombre d'annuaires qu'il y avait à l'époque et la facilité pour s'inscrire et ainsi de suite, tu n'avais pas besoin de te prendre plus la tête que ça, quoi. Alors quand j'ai commencé le SEO, non, mais quand j'ai fait le high level, on était en 2013-2014, donc là, ça avait quand même déjà un petit peu changé. Mais effectivement, avant ça, il n'y avait pas vraiment besoin. Mais en 2013-2014, Paul, Kevin et les autres, ils étaient déjà bien avancés à ce niveau-là. Pour eux, je pense que ça faisait déjà des années qu'ils faisaient ça, en fait. Ouais, il devait y Euh, avoir la partie annuaire, mais bon, Paul fait partie des gens qui ont toujours un coup d'avance, un peu comme j'en discutais avec Julien Jiménez Corleone, et tu vois dans les réflexions que ce qu'est le moment est plus du tout le moment pour lui, en fait. C'est déjà le passé, quoi. Donc, ce que toi, tu es en train de faire en te disant c'est cool, lui, c'est déjà le truc de l'année dernière, il a déjà foncé sur un truc en plus. Et Paul est un peu vraiment Kevin plus sur de la tech, mais Paul a vraiment cet aspect. Donc, c'est fort probable que depuis 2011, il avait vu ah venir ouais, ouais, peut-être le coup. clairement, hein. Donc, il y avait Franck aussi à l'époque qui justement nous expliquait les PBN, les réseaux de sites, etc. Et eux, je veux dire, c'était leur quotidien alors que nous, on commençait seulement à entendre parler de ça.
Et tu as encore des gens qui, en 2021, quand tu leur parles de PBN, ah, c'est nouveau, c'est le truc du moment, alors que ça fait 10 ans qu'il y en a qui en font, quoi. Donc, mais après, ça fonctionne toujours aussi bien. On fait peut-être un petit peu différemment qu'à l'époque, mais en tout cas, ça fonctionne toujours aussi bien. C'est moins crade, quoi. J'ai Oui, vu à l'époque. bah, Bon. comme tout Voilà, comme tout. netlinking, je veux dire, enfin, avant en Paraguay, tu pouvais faire entre guillemets tout et n'importe quoi. Ça fonctionnait. Donc, bah, beaucoup faisaient tout et n'importe quoi. D'autres étaient déjà un peu plus, je veux dire, un peu moins crades. Mais effectivement, plus on avance dans le temps, ben, moins c'est crade. Ou alors, tu as toujours des gens qui font du crade à côté, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils le font sur bah, des sites perso, pour de l'affût, des choses comme ça. Ils savent que ça va durer Oui, 3 mois, 6 si mois. ça pète du jour au lendemain, on s'en fout, on viendra pas pleurer. On a pris les sous pendant Voilà, c'est ça, ces quoi. quelques Donc, mois, quoi. mais c'est clair que sur des sites clients ou des sites perso où vous faites de l'e-commerce, ce genre de choses, bah oui, tout le monde va essayer de Mm. faire des trucs Alors, les ce que plus nous, on propres appelle possible. propre, hein, parce que quand tu Oui, suis les Perronnais et leur, ils ont un truc en R qui font tourner qui est assez facile sur de l'analyse de réseau. Ils remontent globalement tout type de réseau de sites, quoi. Même quand tu essayes de faire du propre, tu laisses toujours un linking, un maillage entre deux sites, une link wheel ou un truc qui traîne et qui sort du normal, quoi. Donc, oui, après, moi, quand je parlais du propre, c'était surtout, tu vois, par rapport à l'époque où, allez, on faisait du contenu spiné, tu faisais des liens, enfin, tu vois, automatisés, tu vois, par des centaines, des milliers de liens avec des outils en quelques heures, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Moi, qu'un réseau puisse être plus ou moins remonté, euh, voilà, je fais hyper attention. Quand je fais des conflits là-dessus, j'explique aux gens tout ce dont ils peuvent faire attention pour éviter. Après, Google, des réseaux de 5, 10, 20, 50 sites, je pense qu'ils auraient la possibilité de les retrouver, mais je pense qu'en tout cas, pour le moment, ils s'en foutent. ouais, c'est ça. Je me rappelle, je pense que c'est alors, c'est pas Julien qui me l'a dit, c'est quelqu'un qui me l'a répété, mais je pense que c'est correct. Il y a quelques années, Julien Jimenez avait parlé de réseau de sites avec des personnes de chez Google lors d'un event, et il lui avait répondu, mais tu sais, Julien, avec tes 5 ou 10 000 sites, tu es un petit joueur, quoi. Pour nous, on ne s'intéresse pas à ça, tu vois. Donc, pour du point de vue Google, je pense que voilà, des petits réseaux, ils s'en foutent. Après, tu pourrais être entre dénoncé, mais même maintenant, je pense que ils suivent même plus ça. Franchement, Bon, la seule chose. il y a eu le cas dans le spa, là où, alors de mémoire, je crois que c'était Alan Cladix qui était visé. Il était Mhm. premier dans le spa, il avait fait un truc genre 800 sites ou un truc comme ça qui était en mode PBN. Redira après ce qu'est PBN, parce que dans mon audience, depuis quelques temps, je commence à voir pas des débutants, mais peut-être des rédacteurs ou des gens qui sont moins à l'affût, donc on va expliquer tranquillou tout ça. Mais euh, le concurrent avait pris les 700 sites, il avait foutu ça sur le site de Google, là, où on peut échanger avec l'équipe en disant Ouais. regardez ce que fait mon concurrent. Et je crois que donc Alan n'avait rien fait. C'est là où il a été très intelligent. Si c'est Alan, j'ai un trou de Je mémoire pense, sur le nom, mais je il a pense que rien c'est fait. Alan. Ouais. C'est Alan, ouais, il a rien fait. Donc il a laissé tel quel. Donc, de toute façon, si je tombe, je Ah, tombe. Et mais, si j'enlève, c'est prouvé que j'ai fait quelque chose, quoi. ouais, mais attends, mais même le plus fou dans cette histoire, c'est la réponse d'un gars de chez Google qui répondait non, non, ça a l'air d'être des sites tout à fait naturels, quoi. Alors Ouais, que je l'avais pas vu ça, tu ils avaient tous le même template. vois. Enfin, Ouais. c'était Mais évident que c'était un réseau. Et il y avait quelqu'un de chez Google qui avait répondu genre, oh non. tout va bien, ouais, Donc, ouais, pas de problème. et puis même, on le sait depuis plusieurs années maintenant, même si tu as des liens un peu suspects, dans le pire des cas, ce que Google va faire, c'est ne plus en tenir compte. Ouais, il met Donc ton jeu à zéro et voilà. voilà, donc C'est ce qui arrive à des gros médias, notamment aux US, qui ont été pris la main dans le sac par Google, notamment. Alors, je pense à Forbes, qui vend clairement des liens publiquement. C'est-à-dire qu'il y a il y a des mecs qui appellent au téléphone les boîtes en disant vous pouvez avoir un lien chez nous pour donc ils appellent ça du public rédactionnel, mais c'est la même chose. Et il y a plusieurs tests, notamment aux US, où ils disent bien qu'un lien sur Forbes ne pousse pas, quoi. Donc, je pense que Google a dû dire sur certains médias pris ou des trop gros médias, bah, écoute, tu vas prendre peut-être de l'autorité, mais pas du jus, et tu vas pas spécialement avoir une pousse comme tu aurais pu avoir sur des très très gros sites, quoi. Ok. voilà, mais il y a plus.
t'es plus pénalisé si tu as ce genre de lien, comme ça aurait pu être à l'époque, Il tout y, il y avait, simplement. il y avait quand même des grosses failles là-dessus, hein. Une fois que tu avais un site pénalisé qui faisait un lien vers chez toi, il suffisait que tu avais ce site dans tes mains, tu faisais un lien vers ton concurrent, ça le pénalisait, quoi. Ouais, tu faisais une 301, des choses comme ça. Voilà. Et donc, bah, il y a plusieurs cas de dégâts SEO qui ont été remontés à Google à l'époque. Évidemment, Google a dit non, c'est pas possible, on maîtrise tout ça, mais c'était faux. Mais tout simplement, s'ils disent oui, c'est vrai, bah, il y allait y avoir 10 fois plus. Ouais. Donc, mais du coup, ils ont, je pense, il y a quelques années, adapté leur façon de faire en disant simplement bah, oui, on peut plus faire ça, donc on va simplement ne plus tenir compte des liens qu'on estime de mauvaise qualité ou achetés, etc. Et ils l'ont d'ailleurs confirmé, je pense, cette année, en disant que maintenant, s'ils trouvaient des liens non naturels à leurs yeux, ben, ils n'en tenaient tout simplement plus compte. Après, je ne dis pas que du coup, il faut faire tout et n'importe quoi, mais c'est juste que on peut faire des choses sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête et se dire, oh là là, j'arrive à me faire pénaliser. Non, mais après, ne faites pas n'importe quoi non plus. Et puis, Oui, oui, oui. Il y a, disons, comme Google qui communique en disant on sait reconnaître des textes générés par IA, quoi. ouais, mais... bien sûr Alors que que, non, mais alors que quand tu l'as relu, que tu l'as balisé, que tu as changé. Alors peut-être qu'un truc généré, un full auto, non relu, non balisé, balancé par centaines de textes sur un site, peut-être que, mais même un GPT relu, balisé propre, il n'y a aucune chance non, qu'ils ben, y bien arrivent. sûr. Mais en communiquant comme ça, ils arrivent peut-être à bloquer allez, 50% des gens qui voudraient s'y mettre, quoi. Ouais, mais voire plus, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que entre les experts SEO, entre les gens vraiment qui ont vraiment une maîtrise et qui vont pouvoir faire la part des choses dans la communication Google, et beaucoup de webmasters qui chipotent un petit peu, je veux dire, je pense que ce genre d'annonce bloque peut-être 70% des gens. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils le font. Mais on connaît tous l'effet d'annonce chez Google. C'est comme quand ils avaient lancé la mise à jour, par exemple HTTPS, qui allait être révolutionnaire. Ça a fait, voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Non, mais Euh, s'ils ne le disent pas, personne ne va le faire. S'ils disent attention, vous allez pouvoir vous écrouler ou on va privilégier, comme le mobile, hein, ils avaient du mal à faire passer les gens en mobile. À partir du moment où ils ont dit ça va vous aider dans votre SEO, tout le monde s'y est mis. Il n'y a que ça qui marche, en fait, c'est de dire attention, voilà, et la après, réalité des choses, c'est que ça l'aide, lui, à passer moins d'énergie dans le crawl, notamment pour les AMP et tout. Donc, c'est comme ça qu'il arrive à faire changer les choses, quoi. et après, parfois, je veux dire, tu prends l'exemple du mobile, bah, parfois, X années après, effectivement, on voit quelque chose. Donc, entre le moment où il l'annonce et le moment où ça se passe, il y a eu plusieurs années, mais à un moment, enfin, ce Je qu'ils suis annoncent, d'accord, ouais. généralement, ils comptent le faire, mais souvent, ils l'annoncent genre 2, 3 ans avant qu'ils en soient capables. Ouais, parce que si, Euh, si personne s'y met quand ils le mettent en place, ouais, il n'y a ouais. pas Non, non, d'intérêt, mais quoi. je comprends, hein. Ils Mais vont c'est comme la privilégier les vitesse. spammers, quoi. Tu sais, depuis quelle année la vitesse est un critère officiel de l'algorithme de Google et donc ils ont communiqué la première fois là-dessus. J'aurais dit un truc genre 2011 ou 2012, Ouais, c'est mais ça. j'en suis pas sûr du tout. Je pense que c'est 2010 ou 2011, tu vois. Ok. Mais par contre, il y a eu cet effet d'annonce il y a 2, 3 ans et tout le monde fait genre, ah, bah, ça faisait Ouais. 10 ans qu'il le disait, quoi. Mais ce Mm. n'était pas le cas, hein. Donc maintenant, voilà, maintenant ça l'est un peu plus. Mais il faut faire attention entre la communication officielle et la Ouais. réalité. Et parfois, je dis, ils ont raison, hein, parce que si tu dis le négatif SEO, ça fonctionne, bah oui, tu vas avoir plein de gens, malheureusement, qui vont s'y lancer. Donc voilà, ils ont parfois raison de dire des choses comme ça, mais il faut prendre la communication officielle de Google avec des pincettes. Mhm. Ok. Donc, PBN, on va rappeler ce que c'est simplement. Private Blog Network. Euh, Quelle est ta définition de ton côté pour rentrer un peu plus dans le détail, quoi? Bon, j'aime bien la définition de Paul avec ses MST, hein, donc les mini-sites thématiques. Parce que déjà, de un, effectivement, c'est pas toujours des blogs, c'est même rarement des blogs, en fait, quand nous on fait des réseaux de sites. Parfois, c'est même des monopages. Donc, c'est créer différents sites dans une thématique. Ça peut même être parfois des sites spécialisés dans une sous-thématique de la thématique principale. Et on en fait 5, 10, 15, 20, voire 50, ou comme tu disais, Alan, peut-être on avait fait 700, 800 à l'époque dans une Donc, en thématique. gros, on a un premier site qu'on va appeler Money Site, donc qui est ton site Mhm. business que tu veux faire monter. Ça peut être un e-commerce, le site de ton agence web, un site d'affil sur les spas, sur les chaises, j'en sais rien, sur des trucs, voilà. Et donc, toi, tu vas aller trouver des sites qu'on appellera plutôt des domaines expirés, donc qui ont déjà une ancienneté, une ancienne vie,
je ne sais pas, tu es dans l'immobilier, tu vas aller racheter le site web qui est tombé dans le domaine public ou qui s'est fait attraper par ce qu'on appelle un snap, ça va devenir un peu technique, mais par une des boîtes dont c'est le boulot, c'est d'attraper les domaines dès qu'ils se libèrent. C'était Dédé qui avait anciennement une agence immobilière. Et puis Dédé, bah, lui, il a eu plein de liens de la CCI, d'organismes officiels, des prix qu'on lui a remis, des lots. Donc son site, il est un petit peu trusté aux yeux de Google. Tu le rachètes, tu mets un ou deux ou trois ou X contenu dessus, tu pointes vers ton site et ça fait un lien. Voilà, donc on prend, enfin, je prends en fait deux types de noms de domaine. Donc effectivement, des domaines expirés dans la thématique, qui ont déjà des liens, etc., de l'ancienneté, voilà. Et parfois, on prend quand même quelques nouveaux domaines en exact match. Donc exact match, c'est-à-dire on vise une requête. Imaginons ton exemple de l'immobilier, c'est quelqu'un bah, qui est dans l'immobilier à Orléans, bah, immobilier-orléans. Point, et on regarde les réponses. Agence-Imo-Orléans ou agence Imo-Orléans ou vente-Orléans, ce qu'on veut, quoi. Voilà, tout ça. Et avec les nouvelles extensions, etc., bon, on en trouve toujours aussi l'un ou l'autre disponible. On fait un petit mix des deux. Et puis, effectivement, on remonte des sites avec du contenu qui est bien thématisé, qui est bien enrichi, avec, par exemple, Your Text Guru. Et voilà, on fait à partir de ces sites-là des liens vers le money site. On fait du relinking aussi. Donc, même les domaines expirés, on refait des liens vers ces sites-là pour leur donner encore plus de puissance. Donc, attention que tout ça se fait dans une stratégie globale de netlinking. Donc, on ne fait pas que ça. On fait aussi un petit peu d'achat de liens, un petit peu d'annuaire, un petit peu de forum, un petit peu de commentaires de blog. Enfin, tout ça fonctionne encore, hein. Donc, il faut juste trouver les bons spots, le faire un petit peu différemment d'avant. Mais voilà, on essaie vraiment de varier. Il faut quand même garder un profil naturel. On intègre donc un PBN à une stratégie netlinking globale. Ok, donc on parlera peut-être des domaines expirés tout à l'heure, de la pénurie ou de la flambée des prix. Oui. Donc, la question, c'est un PBN, déjà, est-ce que c'est risqué? On en a parlé un peu avant, mais pour parler vraiment factuellement, est-ce que demain, je suis une agence voilà, immobilière à Orléans ou en Belgique, toi, j'en sais rien. J'arrive pas à monter, j'aimerais bien me positionner sur ma requête qui est agence IMO Orléans, par exemple. Est-ce que c'est risqué pour moi d'aller voir quelqu'un et de dire j'aimerais un PBN, quoi? Bah, si c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, pour moi, la réponse est non. Maintenant, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut d'abord bien travailler dans le bon ordre. D'abord, il faut... Attends, parce que- hop. Il faut d'abord s'assurer que ton site au niveau technique, il n'y a pas de souci. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes de crawl, problèmes d'indexation. Voilà, sinon, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Une fois que ton site est bon techniquement, bah, il te faut des bons contenus. Il faut des bons contenus bien enrichis, travailler ton champ lexical, etc. Une fois que tu as un bon site techniquement avec des bons contenus, c'est là que tu t'occupes vraiment du netlinking. Mais tu commences par les bases. Si c'est un site d'un client, bah, son réseau physique, ses fournisseurs, ses prestataires, voilà, ce genre de choses, les CCI. Après, bah, tu fais quelques annuaires locaux, quelques annuaires d'entreprise, tu fais quelques forums, etc. Et puis boum, voilà, pour cas de figure, tu fais tout comme il faut et tu restes bloqué en sixième, septième position sur ta Ouais, requête. donc déjà, c'est très important ce que tu dis, c'est que, on ne commence pas par le netlinking. On s'assure déjà que le site il est crawlable, qu'il n'a pas de problème, qui l'empêcherait d'être bien vu aux yeux de Google et surtout bah, d'être crawlé et d'être positionné. Deux, on n'a pas du texte crado en interne, on n'a pas trois pages. Déjà, est-ce qu'on a une bonne page qui parle bien d'Orléans? Est-ce que quelle page on va faire monter? Est-ce que c'est ta home, ta page interne? Est-ce que tes contenus sont bien? Genre, bref, tout ce qu'un SEO fera en audit interne. Et on essaye de racler tous les liens qu'on peut avoir à droite, à gauche, les fournisseurs, comme tu as dit, tout ça. Et c'est qu'après ça qu'on va mettre en place, comme si vraiment on est bloqué en sixième et qu'on n'arrive pas à passer, parce que peut-être que nos concurrents font aussi une stratégie de netlinking. Donc, c'est que là qu'on va se dire, je me mets au PBN, quoi. Voilà, ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Si en faisant un petit peu de lien classique, vous arrivez à aller chercher les premières positions parce que vous êtes dans une thématique de niche, bah voilà, ça sert à rien d'investir dans un PBN. Mais généralement, dans une thématique un peu concurrentielle, à un moment, vous allez arriver à un palier. Donc, bon, ça peut être sixième, septième, ça peut être quinzième, hein, mais à partir du principe, c'est six, septième. Et là, vous aurez beau rajouter des pages, du contenu, rajouter des liens classiques, etc. Ben, ouais, ça bloque.
Bah, c'est à ce moment-là qu'un PBN, moi, je trouve, était hyper intéressant. Parce que là, vous venez avec toute une série de liens bien thématisés, bien nichés, avec une quantité que vous maîtrisez les encres, enfin, vous maîtrisez Ouais, tout. c'est ça, c'est que c'est entre guillemets à toi. Donc bon, quand tu passes par un pro, alors il y a plein de techniques. Il y a des gens qui disent, moi je vous montre le réseau, vous achetez les noms de domaine chez vous, c'est vous qui hébergerez, je vous donne tout. Il y en a d'autres, c'est du renouvellement annuel. Genre, il y a plein de manières de facturer cette presta. Mais c'est que c'est à toi, donc tu fais ce que tu veux. Si demain, il y a une mise à jour de Google qui dit, j'en sais rien, il faut encore moins d'encre exacte ou il faut plus d'encre exacte ou je ne sais quoi, tu peux aller tout changer, tout amuser. Et ainsi de suite. C'est pas comme si la CCI t'a posé un lien, tu n'arriveras jamais à le faire modifier, quoi. Ouais, ou c'est pas comme parfois quand tu achètes des liens sur certains types de plateformes où tu sais pas à qui le site, tu le sauras jamais. Et si tu veux changer ton encre ou ta page de destination, etc., enfin, tu vas contacter la plateforme qui, dans le meilleur des cas, va essayer de contacter le responsable du site. Si c'est quelqu'un voilà, de dispo, il va peut-être répondre. Enfin, voilà, mais c'est pas toujours évident. On verra, peut-être parler de ça juste après au niveau des Mhm. plateformes. Il y a deux types de plateformes. Tu as ceux, le réseau leur est propriétaire. Et donc là, bah, ils font tout ce qu'ils veulent. Et puis, il y a les plateformes que j'appelle open bar, on va dire, où tout le monde peut inscrire ses sites. Et le problème, c'est que là, bah, Intermédiaire, quoi. pardon? C'est des intermédiaires, quoi. Oui, Ils voilà. listent, voilà, Et, tu... alors, je dis pas, je pense que la majorité des gens qui mettent leur site sur ce genre de plateforme sont accessibles, tout ça, mais c'est pour avoir vécu une fois, c'est pas le cas de tout le monde, et donc parfois c'est compliqué. Ouais, après, il y a aussi tous les problèmes de cache où même si tu changes le lien, ça va mettre un certain temps à être vraiment modifié si ton site a du cache ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques. Euh, donc tu différencies bien, toi, l'achat de liens sur les plateformes d'un PBN. Oui, après, allez, ça se ressemble, hein, parce que bon, PBN, comme on l'a dit, c'est voilà, c'est un réseau de sites privés qui appartient soit aux clients, soit aux référenceurs, et voilà, il y a la main dessus. Si vous achetez des liens sur des plateformes, donc je l'ai dit, il y a deux types de plateformes. Alors, si des plateformes avec réseau privé, comme bah, il y a WeWantLink, il y a netlinking.fr, il y en a peut-être encore d'autres. Si, celle de Zaxtan aussi. MyBack.link Voilà, voilà. Donc ça, et ce celle sont de LG qui est, j'ai perdu le nom, Access Links. Access Links. Oui. Voilà, effectivement. Donc ça, ce sont des réseaux privés. Donc le Donc, responsable quand de on la dit réseau plateforme, privé, c'est que ce sont leurs propres sites, ouais, tout leur les appartient. propriétaires. Voilà, Voilà. Et donc, il y a de la main ils dessus. les ont mis sur une plateforme et toi, quand tu achètes, bah, tu es sûr que c'est à lui. Donc, si tu contactes, par exemple, myback.link, les accents Joachim pardon, peut intervenir directement sur ces sites, quoi. Voilà. Et donc là, effectivement, c'est fort proche d'un PBN. C'est juste que là, plutôt que de devoir investir dans tout un réseau et acheter des noms de domaine, les héberger, faire rédiger du contenu, etc., vous achetez juste un lien sur un site, sur deux, trois, quatre, cinq, mais effectivement, eux ont la maîtrise des sites. Et donc, voilà, c'est fort proche d'une stratégie de PBN. Ça a ses avantages, ses inconvénients, mais c'est fort équivalent. Donc, par contre, sur les plateformes entre guillemets ouvertes à tous, bah là, pour moi, c'est quelque chose de fort différent parce que c'est de l'achat, voilà, c'est de la une pure achat de liens. Sur des sites, bah, vous n'avez pas accès la plupart du temps aux propriétaires du site. Et bah, voilà, après 9 fois sur 10, enfin même plus, 9 fois sur 100, ça pose aucun souci, hein. Mais voilà, c'est quand même un peu différent. Euh, chacun a ses avantages, hein. Moi, j'aime bien les réseaux, les plateformes privées parce que pour ce qu'on vient de dire juste avant, c'est que tu sais qu'il y a la main dessus et que tu peux modifier, etc. D'autres disent qu'ils préféreront les plateformes ouvertes parce qu'ils peuvent alors là tomber sur des entre guillemets vrais sites. Donc pas des sites qui sont faits par des référenceurs, des webmasters pour vendre du lien. Alors autant moi je trouve que c'était vrai il y a 10 ans d'ici sur Rocket Links, qui est la première que moi j'ai utilisée à l'époque. Autant au jour d'aujourd'hui, j'ai comme l'association que 99% des sites sur toutes les plateformes de netlinking, c'est soit des sites type PBN qui appartiennent à des webmasters référenceurs, ou alors, de l'autre côté, à l'autre extrême, bah, tu as les liens que tu peux acheter sur des médias de presse. Voilà. Mais entre les deux, des vrais sites de Il n'y a pas blogueurs, grand-chose, ouais.
Ouais, là j'ai regardé une vidéo il y a 2, 3 jours d'un référenceur qui expliquait sur une vidéo comment il sélectionnait des sites sur une plateforme, hein, et il était vraiment à la recherche justement de ce genre de ce vrai site. Et donc il regardait s'il y avait des réseaux sociaux, s'ils étaient actifs, s'il y avait dans les mentions légales la personne qui rédigeait, enfin qui était responsable de la publication, etc. Et il prend un exemple et il montre tout ça. Il dit, ouais, il y a ça, super. Donc ça, c'est vraiment l'exemple. Voilà, bien. Et en fait, bah, quand tu regardes la vidéo, tu vois les mentions légales et la personne à qui appartient le site, bah, c'est un super pote en SEO. Et je sais parfaitement bah, que tout ça est du fake et que c'est un site qui est juste là pour vendre du lien. Alors, Et ok, c'est du fake, mais comme il est quoi le bien fake fait. a bien berné et qu'il est quand même bien fait. Tu vois, on parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on fait de mieux en mieux. Bah, effectivement, c'est que soit le PBN, il est dégueulasse, il a 4 pages, soit c'est un vrai faux blog ou faux vrai blog, j'en sais rien, mais il y a un auteur, même s'il est faux, il y a quand même une bio. Genre voilà, on se met à la place de Google, soit le crawler, le bot, soit l'équipe anti-spam, elle arrive là-dessus. Comment est-ce que tu veux savoir que Monique, elle n'existe pas? Elle a une bio où elle dit qu'elle est spécialiste de l'immobilier, blablabla, t'en sais rien. Tu as des mentions légales, ça paraît cohérent. Genre, voilà, quand tu prends le guide, c'est le guide de l'équipe anti-spam des Quality Raters, et que tu lis pour eux qu'est-ce qu'un bon site, donc c'est quand même un petit Indien payé 2 dollars de l'heure qui arrive sur un site web en français où il comprend rien. Il suit le guide et le guide qu'on lui donne. Ce site-là fait tout à fait le job, quoi. Oui, oui, non, tout à fait. Maintenant, ce cas, c'est que c'était pas le côté, il y a un persona, bio, tout, c'est que dans les mentions légales, il y avait vraiment son nom à lui, le nom de sa boîte. Du coup, voilà. Après, de nouveau, j'ai la sensation que l'anti-spam, maintenant, sur des petits réseaux et tout ça, je pense vraiment que ça sert plus à berner bah, les gens comme le gars qui faisait sa vidéo, qui cherche ça pour acheter des liens que vraiment Google, l'équipe anti-spam. Parce que comme je l'ai dit, l'anti-spam, il va travailler sur des réseaux de blog, donc des blogs automatisés avec du contenu pourri. Enfin, tu vois, je pense qu'on se tracasse un petit peu trop de ça à notre niveau. Je dis, on est des trop petits joueurs, entre guillemets. Ils cherchent vraiment des gros, gros réseaux, des gros, gros trucs automatisés. Enfin, Mm. voilà, c'est mon avis. Après, je dis pas, hein, plus tu fais ça, c'est clair que sur quasi tous mes PBN, j'ai un persona avec une bio, ce genre de choses pour faire vrai, entre guillemets. Mais d'un point de vue purement SEO, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile, même par rapport aux quality raters, etc. J'ai C'est l'impression qu'aujourd'hui, ça c'est de sert la surtout bonne. à rassurer les acheteurs, quoi. Ouais, et puis c'est de la bonne conscience aussi en se disant, en faisant un cran un peu mieux que le reste, si un jour il y a une mise à jour, peut-être que tu passeras au travers avec voilà. Et puis ça donne bonne conscience aussi. Il y a plein de trucs qu'on fait pour la conscience et le karma, mais qui n'ont pas de réalité SEO peut-être derrière, mais on continue à le faire, quoi. On reviendra là-dessus sur ces plateformes et réseaux après, mais la grosse différence quand même, donc on dit PBN, hein, c'est bien private, donc c'est pas s'il y a un PBN que tu mets sur les plateformes, c'est plus un PBN, quoi. Ouais, ouais. Le PBN, c'est vraiment, il n'y a que toi et ton référenceur qui connaît les noms de domaine. Tu le montres pas à toute ta famille et à tous tes potes. T'en fais pas la promotion à droite à gauche et tu mets pas ça sur un Google Drive en mode pbn.xls, quoi, ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais, et aussi, donc, un PBN, normalement, généralement, un vrai PBN ne sert que pour un monosite, enfin, ou s'il y a plusieurs monosites, mais dire pour un Ouais. projet, quoi. Ils sont pas Donc, liés entre eux, ils pointent pas plusieurs sites, et ainsi de suite. Ils servent vraiment, et généralement, on se met un lien homepage. Alors, faut varier, mais en gros, ils servent vraiment à prendre la patate du domaine, donc avoir un lien sur la page d'accueil, quoi. ouais, et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, c'est pour ça que parfois on fait même que des monésites, hein. Pardon, que des money page. Ouais, ouais. Donc, Des one page, quoi. oui, des one page, ouais. Ouais, ouais. Oui, on avait Donc, compris. Ok. ça, tu couperas aussi, hein. Ouais, pas de problème. C'est quoi un Juste bon. aussi, ouais, Vas-y, juste vas-y, vas-y. par rapport à ça, je voulais encore dire un truc. Mince, j'ai oublié là. Attends, ça va me revenir. Non, j'avais un truc en tête par rapport au fait de m'utiliser que pour un client et tout ça, mais ça me revient plus, tant pis, c'est pas Des grave. one page, non? Non, mais ça, je l'ai dit. Non. Donc, tu vois, Ouais. on utilise bah, parfois, souvent, enfin, régulièrement, uniquement des one page. Et donc, du coup, effectivement, ça fait des liens home, mais il faut varier. Euh, T'as, voilà. t'as vu des choses sur le filtre 4 pages?
Écoute, je t'avoue que moi j'ai été très peu impacté par ce filtre, vraiment très peu. Du coup, j'ai pas trop creusé. J'ai juste vu que Julien là en semaine, enfin il avait déjà dit avant, mais allez, il a montré une capture d'écran là, cette semaine, comme quoi il avait trouvé l'astuce pour en sortir. Donc, mais moi j'ai pas été impacté, donc c'est vrai que j'ai pas creusé plus que ça. Donc voilà la grosse différence, hein. Le PBN, il est vraiment privé. Il est pour toi uniquement pour ton site, ton moné-site que tu veux faire monter. Tu as des liens généralement page d'accueil. Ah Euh, oui, je me rappelle de ce que je veux dire. Oui, et aussi généralement sur les PBN, on n'hésite pas à cacher les liens. Donc au moins ne fût-ce aux outils. Donc imaginons, vous avez 10 sites, donc 10 PBN qui font des liens vers mon site. Il y a moyen bêtement via le robot.txt ou l'hashtag Excel, ce genre de choses, de bloquer les robots style Majestic, Ahref, et donc, comme ça, que si quelqu'un va analyser les liens du monécite, ben, il verra pas votre PBN ok, donc s'il le fait via des outils comme ça, je veux dire. ouais, donc quand on dit offusquer ou cloquer, c'est que simplement on montre une version de la page à Google, une version de la page à l'internaute, si on offusque ou si on cloque. Et quand on montre la version à l'internaute, on lui montre sans lien, quoi. Et l'autre version, c'est d'aller dans le robot TXT, effectivement, et de dire, voilà, si tu es un crawler majestique, si tu es un crawler, si tu t'appelles, donc chaque robot majestique, ainsi de suite, vient, quand il arrive sur un site web pour le crawler, donc découvrir les pages, il doit se déclarer. Et donc, on sait que par exemple, le MJ12, qui est le robot de Majestic, quand il arrive, on va lui dire bah, toi, tu es bloqué, le truc se barre, il est censé pas te crawler, quoi. Donc, du coup, s'il ne Ouais. crawl pas ton site, il est censé pas remonter le lien dans l'outil. Voilà. Voilà. Alors, tu peux combiner les deux parce qu'en fait, ça a deux objectifs différents. Quand tu bloques le robot, donc c'est pour empêcher que via le money site, on remonte ton PBN. Inversement, et sur le PBN, là, si tu cloques les liens, là, c'est pour empêcher que si tu trouves le PBN, tu saches remonter au money site, quoi. Ouais, ok, ça roule. Donc, voilà les deux principaux. Voilà, chacun a un peu ses avantages, ses inconvénients. L'inconvénient du PBN, c'est quand même le coût et le temps. Ouais, c'est clair, ouais. Voilà, c'est plus simple d'aller cliquer sur une plateforme et d'acheter des liens que d'aller monter X domaine. Sachant qu'on a une grosse problématique en tant qu'éditeur de site actuellement, c'est la rareté et le prix des noms de domaine. Oui, juste, c'est vrai que tu as parlé de ça tout à l'heure et ça me fait sourire. J'en ai encore parlé il y a pas longtemps. J'ai fait un live dans la formation d'Abdel. Et c'est que là, je me rappelais quand, il y a quelques années, par exemple, j'allais acheter des liens sur Kifdom. Et à ce moment-là, ils avaient un concurrent qui raflait beaucoup. On était pas tant que ça sur Kifdom. Vous pouvez acheter des noms de domaine à 20, 25 euros, des bons domaines. C'était la fête. Aujourd'hui, en plus, le concurrent en question n'est plus là et Kingdom récupère beaucoup, beaucoup plus de noms de domaine. Donc, il y a beaucoup plus de personnes sur la plateforme. Et puis aussi, autant en 2013-2014, sur les plateformes d'achat de domaines expirés, on était, je sais pas si on était 50, voilà. Donc, on se partageait un petit peu tout ce qu'il y avait. Maintenant, on en a tellement parlé ces 10 dernières années des PBN, des domaines expirés, que tout le monde, même des gens qui ne sont pas des SEO, qui veulent lancer leur site, quand ils viennent là-dessus, ils vont acheter des domaines expirés. Et effectivement, c'est plus du tout la même chose. Là où tu pouvais acheter des bons domaines à 20 euros, maintenant, tu as même des domaines que moi, je ne mettrais pas 50 euros dessus qui partent à 300-400 euros. Et inversement, des Ouais, domaines c'est ça. Tu peux plus acheter des domaines en lui fixant un prix et en te disant moi j'achète à ce prix-là. Ça marche plus. bah, j'essaie Ou de m'y t'achètes tenir. pas. J'essaie de me dire, mais du coup, j'achète beaucoup moins. Et donc, du coup, par contre, ce que je fais, j'achète beaucoup plus de domaines qui tombent libres, donc qui sont évidemment des plus petits domaines, avec des 8, 10, 12 domaines référents, et je les relink. Donc, Parce que au prix où les domaines partent, ça pose quand même la question de te dire quand des liens valent entre 10 et 50 euros, pour déjà des beaux liens. Je sais que sur WeWantLinks, il y a des. Toi, tu as tes sites dessus. Moi, j'achète beaucoup sur cette plateforme parce que franchement, il y a des trucs à 25-30 balles. mais C'est pas nous, donné, mais par rapport à ce qu'on voit ailleurs, c'est des trucs qui pourraient se vendre 80 balles, quoi. Donc, bah, 10 liens à 25, ça fait 250 euros. Si le domaine que tu vas choper à 300 ou à 250 euros, il a 30 ou 40 IPRF, autant choper un 8 IPRF, lui rajouter 10 liens, et puis t'es pas pareil, mais t'es pas loin, quoi. ouais, surtout ouais, comme les prix flambent. Donc, mais pour revenir à ce que tu disais, donc, sur la plateforme, donc sur le Link, l'idée c'était
quand on fixe le prix, on essaie de se mettre en tant qu'acheteur et se dire, bah, pour nous, ça vaut ça, et donc on le met à ce niveau-là. Donc effectivement, tu peux trouver je pense, des très bons sites à moins de 50 euros. Mais pour te donner un exemple qui est flashant, bah, j'ai mes domaines sur Ulantlink. Un domaine, par exemple, je vends à 25, 30 euros le lien, ok? Et quelqu'un qui était intéressé dans cette thématique, puis je lui dis, bah écoute, celui-là, il pousse bien et tout. Il me dit, ouais, mais regarde, trop slow, pas beaucoup de domaines référents, pas de trafic sur SEMrush, tout ça. Donc, ouais, bon, ok, pas de souci. Et il y a quelques semaines, bah, j'ai mis plusieurs de mes spots pour tester sur Next Level, dont celui-là. Et le lendemain, je vendais un lien dessus à 75 euros. Parce que le site, il est bon, il pousse et il était positionné sur des mots-clés. Et quelqu'un qui a vu ça dans sa thématique, bah, le lendemain, bon, il mettait 75 euros. Mhm. Alors que 2 jours avant, quelqu'un me disait ouais, 30 euros, c'est un peu cher. J'arrête de discuter avec les acheteurs sur. Je laisse les gens choisir ce qu'ils veulent comme spot. Je discute plus l'ETF, le CF. Pour moi, tout est genre. C'est des indices, c'est du marketing. Ça aide à. Tu vois, là, je me suis pas pris la tête, mais j'en discutais avec quelqu'un qui a une plateforme qui utilise beaucoup le score de spam Moz, qui pour moi est un gros bullshit. Ouais, Mais au moins, quand tu achètes et que tu connais rien, tu as des critères, tu as des bases. Tu vois, c'est plus du j'aime pas, c'est je veux un TF de 12, un CF de 13, un machin, 2,7 ratio, machin truc. Voilà. Mais clairement, des sites qui ont des métriques pas belles rankent. Et c'est le génie en fait de Next Level, c'est qu'on se base plus sur ces putains de critères où tout le monde a son propre avis sans rien y connaître. Mais au moins, est-ce que ça rank ou est-ce que ça rank pas? C'est simple. C'est ouais, est-ce que c'est Google aime factuel. bien le site ou pas? C'est factuel. Et honnêtement, pour moi, c'est le seul critère pris à part. Donc, c'est-à-dire, pour moi, prendre une métrique à part, c'est ridicule. Mais par contre, le critère rank ou rank pas, bah, ça, c'est factuel et on sait, voilà. Après, la question qui reste maintenant, c'est bah, si le site rank en 80e position sur un mot-clé de long train, bah, Ouais. combien il vaut? Voilà, ça, c'est la seule question. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Plus, moins, voilà, c'est la seule question Sachant que qui reste. s'il est dans les 90, il peut ressortir à tout moment, quoi. Genre même s'il est en dixième, il peut ressortir. Mais voilà, quand tu es 90, t'es pas loin du yo-yo, quoi. Voilà, mais donc c'est la seule question. Mais clairement, au moins là, ce critère-là, tu sais pas, allez, tu sais pas dire, c'est pas bien. Tu vois, le site il rank. Après, la question c'est, oui, mais est-ce qu'elle est rajouter un lien sur cette page qui rank? Est-ce que c'est mieux ça ou de créer une nouvelle page sur le site? Enfin voilà, tu peux te poser des questions, ok. Mais en tout cas, factuellement, si le site il rank sur les mots-clés de ta thématique, bah, ça va pas être un mauvais lien, quoi. Donc Mhm. après, les gens qui, par exemple, qui regardent juste le trafic, mais j'ai envie de, enfin, ça me fait sourire pour plusieurs choses. Un, bon, déjà, il faut parler de trafic SEO. Deux, si vous regardez SEMrush, ce genre de choses, c'est du trafic estimé. Oui, Ça dépend de on le leur base rappelle, de données. la courbe SEMrush, elle est estimée sur la base des De- mots-clés que SEMrush connaît, avec un certain ratio en se disant s'il est placé tant, il peut globalement faire tant, mais le vrai traf, c'est dans la Search Console qu'on le voit, quoi. C'est Ouais, pas... voilà. Et ça, mais si tu vois, si le trafic, c'est du trafic branding SEO à 100%, ou si même une fois, je pense que c'était Fabien qui donne l'exemple, quelqu'un qui lui disait, ouais, regarde ma courbe, tout ça, ouais, moi, mais sur quel mot-clé? Et puis regarde les mots-clés, en fait, le site avait été piraté, il rankait sur des mots-clés rien à voir avec cette thématique, c'était sur des mots porn, des choses comme ça. Donc, trafic à part tout seul, voilà, enfin, c'est comme tout. Ouais. Donc, bah, justement, c'était le sujet de ma présentation donc, dans la formation d'Abdel. C'était voilà, comment analyser un petit peu les métriques, comment choisir un bon spot. Et je leur expliquais tout ça. Toutes ces métriques-là, une à une, sont facilement grugeables. Ça sert à rien. Par contre, effectivement, oui, le positionnement sur les mots-clés de ta thématique, voilà, ça c'est pas mal du tout. Et comme Julien me l'a encore dit au SEO Campus, il dit bah, la plupart des plateformes à un moment vont basculer là-dessus, c'est normal, c'est ce qu'ils doivent faire. Les deux questions encore que je me pose par rapport à cette pratique, c'est vraiment se dire bah, ok, tu sais que le site rank sur tel mot-clé de niche, telle position, ça vaut combien? Alors, je pense que Next Level a un algorithme qui calcule et il le propose. Donc voilà, bah, si tu es d'accord avec ce prix-là, bah, tu le payes et tu voilà, es content, hein. Ouais, t'as le Après, souci en moins, t'as le souci en moins de te dire peut-être que mon estimation est pas top, peut-être que ce lien va pas pousser, ainsi de suite, quoi. ouais, bah,
j'imagine que bon, ils basent leur algorithme sur des critères qui, selon eux, sont bons, mais déjà, voilà, si ils rankent sur tes mots-clés de ta thématique, bah, ça peut pas être un mauvais lien. Hmm. Après, il y a toujours le débat des gens qui disent ouais, mais est-ce que c'est bien simplement d'aller rajouter le lien sur une page existante ou est-ce qu'il ne faudrait pas créer une nouvelle page? J'avoue que des tests que j'ai vus faits par Julien, ça a l'air de fonctionner. Ouais, je pense que là, C'est toujours pareil, c'est grillable, mais de toute façon, tout est grillable. Et est-ce que. Alors, moi, j'ai une réflexion qui provient de sources officieuses, pas forcément de l'équipe Google, mais très proche. Quelqu'un qui va mettre 80 euros dans un lien, globalement, il n'a pas envie de faire du spam, quoi. Il envoie vers un site qui est propre et qui répond aux questions de l'internaute. C'est mieux que d'aller spammer les forums et des blogs à la con avec des commentaires, tu vois. Donc, il y a ce côté-là où il disait quand même, bon, s'il y a un budget investi, c'est que. ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est, ouais, ouais. Bah, oui et non, parce qu'on connaît des gens qui ont des gros budgets et qui envoient ça vers des méfas. Donc, Ouais, ou des grosses affiles. Quand tu prends 200 euros à chaque vente sur des grosses affiles ou des trucs comme ça, tu peux payer des liens à voilà. Après, bon, 100. si Google a cette réflexion-là, tant mieux, hein, mais je veux dire, pour moi, ça veut rien dire. Je connais des gens qui achètent des liens à plusieurs centaines Ouais, mais d'euros ça, pour ça limite quand même, tu vois. Oui, oui, bah, c'est comme tout, c'est comme au début on disait oui, si ils poussent l'HTTPS, c'est parce que bon, c'était à l'époque il fallait payer si on voulait avoir l'HTTPS et du coup ça allait limiter les spammers, tu vois. C'était une réflexion qu'il y avait aussi à l'époque. Pourquoi pas, mais bon, je suis pas convaincu non plus. Oui, il y a rien de figé de toute façon et de certain. Du coup, toi, De toute quand tu façon, achètes. je m'excuse, hein, mais c'est parce Vas-y, que tu vas-y. dis ça et ça me fait penser à un truc. De toute façon, hein, en SEO, les choses qui sont sûres et certaines, c'est les choses que vous allez faire découvrir par des tests. Et je trouve qu'on a de moins en moins de gens qui font des tests en SEO. Ils débarquent et ils croient donc un peu à tout ce qu'on dit, tout ce qu'ils peuvent lire. On a eu une petite anecdote une fois sur LinkedIn. Il y a quelqu'un qui parlait de l'influence des réseaux sociaux sur le SEO. Et tu as bah, Olivier Andrieux, qui est quand même, pour moi, quelqu'un quand même de très très bon dans la partie white hat, qui bah, demandait à la personne, tiens, quelle info, est-ce qu'il avait fait des tests, tout, parce que lui, selon lui, les tests qu'il avait fait, les réseaux sociaux, impact direct sur les SEO, rien. Et tu as quelqu'un qui le reprend de haut dans les commentaires en disant, enfin, c'est bien connu, ça fait des années qu'on en parle, regardez, et qui nous sort un article de SEMrush. Et, je lui ai répondu, mais bah, ça ne veut rien dire qu'il y a quelqu'un qui en parle sur un article. En plus, SEMrush, c'est un site je veux dire, ouvert, plus ou moins n'importe qui peut aller poser un article. L'article en question, il prouvait absolument rien. Et le gars commençait à s'exciter. Et on m'a dit, mais enfin, voilà, il faut faire vos tests, quoi. Faites des tests et démontrer par A plus B, ok, mais là, au jour d'aujourd'hui, tous les tests pour les réseaux sociaux montrent qu'il n'y a pas de lien direct, donc il n'y en a pas, quoi, voilà. Et les gens ne font pas assez de tests aujourd'hui, ils croient un peu trop vite ce qu'ils peuvent lire à droite, à gauche. C'est comme, si on peut enchaîner là-dessus, au moins que si tu voulais enchaîner sur autre chose, mais justement, c'est un petit peu tout ce qui est un peu bullshit et ce, Non, je non, trouve, on te suit. ces dernières Il y, années. a il y a juste un truc, excuse-moi, on va renchaîner après. J'aurais juste voulu que tu expliques peut-être comment toi tu choisis un lien. Qu'est-ce que tu regardes quand tu veux aller acheter un lien quelque part? Comment tu analyses le truc? Écoute, moi je vais être, je vais être honnête. J'achète très peu de liens puisque ben, j'ai un réseau de 350 sites perso. J'ai accès au spot de mes deux amis sur WeWantLink, donc ça fait Oui, 1500 mais spots. donc du coup, tu J'ai l'achètes pas, mais quand tu vas poser un lien pour toi, qu'est-ce que tu regardes sur le site de, je sais pas, de Claude par exemple, dis voilà ma liste, comment tu choisis dans la liste, quoi. Alors, moi, la première chose, moi, j'aime bien les sites thématisés. Donc, même si, et c'est Sylvain qui le disait justement dans son atelier au ISOCamp, il a tout à fait raison, et les frères Perronnet vous le confirmeront, c'est que ce qui compte, c'est la page. Il faut que la page soit thématisée. Si le site est généraliste, entre guillemets, c'est moins important. C'est tout à fait vrai. Maintenant, moi, je préfère un site thématisé. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que cette page thématisée va recevoir des liens internes d'autres pages qui sont aussi thématisées. Donc, voilà, moi j'aime bien donc
le PageRank thématique. J'avais dit le PageRank, hein, pas le Topical Trust Flow. Le PageRank thématique, j'aime bien. Et donc, déjà, je travaille qu'avec des sites bien thématisés. Après, ben, je regarde le nombre de domaines référents, mais je ne m'arrête pas au nombre. Je vais regarder les domaines référents. Et après, bon, quand on a plusieurs centaines, peut-être pas, mais quand il y en a moins, ben, je les regarde quasi un par un. Et en regardant la liste des domaines référents, ben, je me fais ma propre idée, entre guillemets, du jus que ce site reçoit, et donc du jus qu'il risque de renvoyer. Ouais, Mais tu vas voir si les liens référents sont toujours là, d'une part, s'ils et sont est-ce qu'ils toujours sont bien là, indexés, quoi. s'ils sont indexés, s'ils sont en dofollow, s'ils sont en home-page, si les encres, enfin tout ça, quoi. Tu vois, Ouais, je... ouais, tu te fies pas à ce que l'outil te dit, quoi. Non, voilà. Et c'est exactement ça. Pour moi, il y a aucun outil qui peut te dire, entre guillemets, enfin si, puisque tout ce que je fais là, tout ce que je regarde là, je le regarde avec SEO Observer. Donc SEO Observer, quand tu vas voir Ouais. les top backlinks d'un site, Oui, il te le eh dit. ben, en une vue, tu sais voir si le lien est indexé ou pas indexé, s'il est en dofollow ou en nofollow, s'il est sur une home page ou une page interne, l'angle sur lequel est fait le lien. Donc voilà, SEO Observer, c'est l'outil que j'utilise au quotidien. Donc, Bah, je pense que tu fais pas genre, tu fais pas. Si tu fais du SEO tous les jours au quotidien, à 100% du temps, si tu n'as pas ton SEO Observer d'ouvert dans les onglets, bah, il je va dire du pense que netlinking, parce que c'est tu as des gens qui compliqué. Oui, font. du netlinking, pardon. Oui, Ouais. c'est compliqué, quoi. Ah oui, bah, enfin, des fois, je ferais un peu du mal à faire son SEO Observer aujourd'hui. Enfin, tu pourrais, hein, puisqu'en gros, il regroupe des éléments que tu peux trouver à droite à gauche, Ouais, mais il mais ça faudrait te payer prendrait un temps. Majestic, il faudrait te payer SEMrush, ou alors il faut aller Ah, bricoler sur les trucs un peu gratuits qui eux-mêmes te mettent des quotas par jour et tu compiles plusieurs outils. Là, tout ton truc, tu non, as, tout, le tableau de bord est clair. non, Voilà. c'est clair, quoi. Franchement, Ok. non. Donc bon, ok, donc un peu tous les critères, tu vas vérifier que c'est vrai et tu compiles un ensemble. Puis j'imagine que tu regardes aussi la gueule du site web, tu cliques Oui, dessus, bah quoi. après, les sites auxquels j'ai accès, c'est les gens que je connais, je sais comment ils travaillent, donc je sais que je vais avoir un site qui est propre, je sais qu'il va avoir un logo, avoir un personnage, les contenus seront travaillés, donc Ouais, je c'est déroule tes tout ça. critères là, c'est tes critères toi pour quand tu remontes un site, voilà, c'est ça, il y a un persona, il y a un logo, le thème est travaillé, les contenus sont propres et c'est thématisé. Ouais. Tu fais pas Donc, un généraliste où ça parle de clé à molette, de baby cook et j'en sais rien, de tasse à café, quoi. moi pas. Moi pas, parce que je j'aime pas trop, mais de nouveau, je connais des gens qui font ça et ça fonctionne, hein, donc je vais pas dire que ça fonctionne pas, mais moi pas. Après, pour vendre, c'est mieux, hein, tu vends tout et n'importe quoi avec quelques sites, hein. Mais voilà, moi j'aime pas. Je préfère avoir des petits sites, parfois même avec des petites métriques bien thématisées. Je préfère ça à des sites avec des grosses métriques, fourre-tout, surtout si des gens vendent des liens dessus. À la fin, ça devient ce que j'appelle des fermes de liens, quoi. Tu as des liens dans tous les articles, ça part dans tous les sens. Ton Euh, maillage interne, c'est très compliqué de le faire, quoi. ouais, voilà, tu vois. Donc, voilà. Et puis surtout, comme je dis, moi, j'ai fait mes tests. Et donc, je peux vous montrer, enfin, non, je ne peux pas vous les montrer, mais à toi, si tu veux, je peux montrer des sites qui rentrent dans des thématiques hyper concurrentielles que j'ai poussé quasi avec uniquement des petits domaines thématisés, avec des slots très bas, des nombres de domaines référents très bas, genre du 10-10, 10 de slow, 10 backlinks, 10 domaines référents, une vingtaine de sites comme ça, t'es bien thématisé, et ça Ouais, parce que fonctionne. quand on connaît l'algo du PageRank thématique, il y a un pourcentage de jus qui passe. Et si tes deux pages n'ont. Alors, si ton domaine est complètement thématisé, ton maillage interne fait que le jus passe quasiment à 100% entre toutes les pages. Donc, la page sur laquelle tu poses ton lien reçoit beaucoup de jus. Et comme elle-même est très thématisée avec ton money site ou la page que tu vises, bah, le jus, il passe quasiment, tu n'as pas de perdition, quoi. Si c'est un article de clé à molette qu'on voit vers un site justement de baby cook ou de je sais pas quoi, tu vois, aucun rapport. Google se dit probabilité que l'internaute il clique sur le lien, quasi zéro, j'envoie quasi zéro jus, quoi. Donc, tu as l'impression Ouais, d'avoir du jus, mais après, voilà, donc ça, c'est la théorie. Je sais qu'on peut toujours montrer des contre-exemples, etc. Mais en tout cas, dans la pratique, moi, je sais que des petits sites bien thématisés, voilà, ça fonctionne. Et ça me coûte moins cher de faire ça que d'acheter des liens à des centaines d'euros à droite à gauche. Voilà, donc si ça fonctionne, et en fait, pour moi, il y a plusieurs stratégies qui fonctionnent.
C'est juste que du coup, j'essaie de trouver celle qui est la moins chère, enfin celle qui permet d'avoir le meilleur retour sur investissement et des petits sites thématisés. Ouais. Tu vois, même, et ces sites-là, même tu pourrais dire, mais ils ne rankent pas, tu vois, mais pourtant ils poussent Mais ils envoient du et, jus, et ouais. c'est tout ce qui compte, quoi. Ouais, c'est ça, ils sont là pour ça. Il y a une très bonne vidéo là de Fred et dans le podcast de Fred Bobet où Sylvain Perronnet explique très justement en utilisant babar.tech la valeur induite. Et donc justement, il dit la puissance induite, pardon, je crois que ça s'appelle comme ça, où il explique justement qu'un site peut paraître avec des belles métriques, mais au final, le jus qu'il va envoyer n'est que de Ouais. temps. Et c'est ce que fait babar.tech, c'est calculer un peu plus scientifiquement ce que tu dis, mais c'est exactement la même chose. C'est fait du thématique, thématisé par thème, clairement, voilà, un truc dans l'IMO. On lui fait pas un généraliste. Voilà, bon. Alors, ce qui est un peu les contre-exemples aussi, c'est vrai que si tu sponsorises un club de foot, le club de foot de ton bled, il va te faire un lien vers ton site d'agence IMO, quoi. Et le lien va amener, mais c'est la vie, quoi. Oui, Voilà. mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas dit qu'il fallait pas en faire d'autres, Bien tu sûr. vois, c'est juste que en gros, euh, tu fais tous les liens que tu peux avoir, tu vois, et puis après, bah, si tu as besoin, tu fais entre guillemets ton PBN ou tu achètes des liens. Et là, à choisir, ouais, je préfère des petits systèmes. Je préfère acheter 10 liens à 25 euros dans un petit site bien thématisé, bien niché, que d'aller mettre 250 euros dans un lien sur un spot avec des grosses métriques. D'ailleurs, je pense que toi aussi, vu que je vois passer tes commandes, et ça marche, sinon on ne le ferait pas, quoi. Oui, oui, c'est clair que je pars toujours du principe que le lien sur lequel je fais un site peut un jour sauter, ne plus exister, mon lien peut disparaître. Donc, je me vois mal miser sur 150 balles ou 200 balles des liens, ou même 80, 90, j'y regarde à deux fois. Mais en même temps, à un moment donné, tu n'as plus trop le choix. Quand tu as épuisé les sites de ta thématique, qui sont un peu partout sur toutes les plateformes, il ne faut pas se leurrer. Le mec, il met chez Rocket Links, il met chez Next Level et il met chez SEMJ ou je sais pas qui, ou Soumettre, ou je Les vais pas faire plateformes, toute la les liste, mais il plateformes. met chez tout le monde. Bon, bah, d'où l'intérêt de regarder quand même quand tu achètes que le lien que tu as eu, tu ne l'as pas déjà acheté ailleurs. C'est pas mal. Ce qui devient une problématique et ce qui donne une autre problématique aussi, c'est comme tout le monde, entre guillemets, se lance un peu dans l'édition de site, là, parce que c'est le nouvel Eldorado. Tout le monde prend l'hébergement aux deux Switch à pas cher et blinde de 90 WordPress dedans. Je rappelle qu'il y a un truc qui compte aussi, c'est les IP référentes. Tu peux acheter plusieurs liens sur différentes plateformes, mais te retrouver avec la même IP-ref parce que le gars, il est hébergé chez O2 Switch et même sur O2 Switch à 300 IP, voilà, à un moment donné, tu es consanguin de l'IP, quoi. Ouais, et alors, bon, pour revenir là-dessus, bah, effectivement, les plateformes, les open bar, là, bah, tu retrouves quasi tous les spots, les mêmes, parce que tous les webmasters, ils inscrivent leur site dans toutes ces plateformes. Et au début, bah, moi, j'ai eu le cas, j'achète un lien sur une plateforme, j'achète un autre lien 2 semaines après sur une autre plateforme, et je me retrouve sur le même site, quoi. Et tu es là, ouais, mais non, c'est pas ça que je veux, quoi. Donc maintenant, je sais que certains, suite à ça, ont commencé à mettre des choses en place, mais. Après, voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles moi, j'aime pas acheter trop sur ce genre de plateforme. Il y en a plusieurs et que je préfère, du coup, les plateformes, entre guillemets, privées. Après, voilà, même sur certaines de ces plateformes privées, il faut faire attention. C'est clair que si vous ne regardez pas les liens vraiment des spots, vous allez parfois avoir des mauvaises surprises. Il faut toujours, toujours, toujours regarder les liens. Si vous avez aussi Observer, vous débloquez les top backlinks. Et là, sur une vue, vous avez indexé, pas indexé, follow, pas no follow, fois de follow ou follow, Faut aimer le les risque ans. ou les petits budgets, un peu comme Access Link. Au Alors, début, j'ai acheté en Access Link, je rappelle, tu ne vois pas le lien, mais ça coûte 10 balles, donc tu ne peux pas tout avoir. Et au début, je l'ai essayé sur un domaine où j'en avais rien à foutre. J'ai acheté trois quatre liens pour voir comment ils bossaient. Et c'est assez propre, mais c'est pas thématisé, mais en même temps, ça coûte 10 balles, quoi. voilà. Alors, et attention, maintenant, ils ont une offre thématisée. Donc, Ah, bah, tu vois, je l'ai même pas vu. Comme ah quoi. ben, voilà, moi, je peux te le dire ce que je l'utilise. Alors moi, Access Links, ben, j'aime beaucoup. Mais alors, voilà, transparent, Access Links, moi j'utilise en tier 2. Donc c'est-à-dire que je les utilise pour pousser mes liens. Donc, mais là, par contre, Pousser tes PBN. ouais, par exemple, ouais, oui, surtout. Enfin, donc en gros, je crée des liens vers mon monnaie site pour les gens qui ne connaissent pas. Et ensuite, ben, je fais des liens vers les sites qui font des liens vers mon monnaie site. Et là, ben, j'utilise essentiellement Access Links, surtout depuis qu'ils ont lancé leur offre thématisée. Oui, il me voit souvent passer.
Ok, bah écoute, merci pour toutes ces précisions. Du coup, tu voulais parler un peu de bullshit SEO. On était parti sur ce côté des gens qui parlent sans savoir, entre guillemets, sans tester, ou parce qu'ils ont lu un truc quelque part, ça y est, ça devient parole de Saint-Évangile et ça devient le truc, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter, alors qu'en fait, bah, quand tu testes, tu t'aperçois plein de choses, quoi. Ouais, bah, j'avais enfin trois exemples. Le premier, je l'ai déjà cité, donc c'était celui avec la vidéo là, qui analysait des critères, etc. Et qu'en fait, bah, toi, tu savais derrière que c'était c'était du bullshit. Mais les deux autres que je pensais, c'est l'EAT. Donc l'EAT, bah, c'est quelque chose qui est dans les outils pour les quality raters. Donc effectivement, pour analyser si un site est vrai ou pas, si qualité, effectivement, ils ont des critères liés à ça un petit peu pour voir. Mais c'est c'est des notions de perception, c'est pas quelque chose qui est incorporé dans l'algo. Et donc, en tant que tel, Google d'ailleurs l'a indiqué, le créateur de l'EAT l'a expliqué, c'est un concept, hein, c'est autant par un humain, voilà, on peut détecter des choses, autant c'est pas dans l'algorithme. Et donc, à moins que d'être vraiment sur un site qui va être analysé par un humain, c'est pas très très pertinent. Maintenant, je sais aller sur les thématiques monnaie, santé, etc. Voilà, je veux bien des exemples concrets, mais aujourd'hui, ce que j'ai pu lire là-dessus, c'est des gens qui vous disent ouais, le AT, quand regardez la SERP, donc c'est Paul qui a dit ça l'autre fois, qui a tout à fait raison, la SERP ne ment pas. Regardez les SERP dans les thématiques concurrentielles, il n'y a pas un site qui respecte, entre guillemets, ce concept de AT, quoi. Donc, quand j'entends des gens qui vous disent oui, aujourd'hui, ce qui est important en SEO, c'est ça, ouais, il faut arrêter, quoi. Donc, ça, un des deux points. Et un autre sujet qui me fait parfois un peu sourire, c'est le SXO. Donc, Ouais, ok. non, non, mais voilà, quoi, le SEO et la fusion de l'SEO et l'UX. Déjà, en plus, souvent, c'est même pas tellement l'UX, c'est plutôt le CRO, donc le Conversion Rate Optimization, qui mixe avec du SEO. Mais ça existe depuis toujours. Donc, il y a le SEO, donc c'est l'acquisition de trafic. Et puis une fois que tu as acquis le trafic, ben, tu as le CRO. L'objectif, c'est d'optimiser ton taux de conversion. Ça existe depuis toujours. J'en ai fait pas mal, etc. Donc voilà, donc des gens qui nous ont pondu le SXO, je trouve ça très, très bullshit marketing. Et surtout que quand tu regardes un petit peu les cons, les sujets, enfin les vidéos là-dessus, il y en a une sur une plateforme, voilà, ils sont assez connus il n'y a pas longtemps, je regarde, enfin, c'est vraiment pour moi, c'est du bullshit. Et puis après, bah, vu que maintenant, Google a fait une mise à jour sur la vitesse, etc. Et donc, oui, oui, vous voyez, Google, oui, ça doit être mobile, ça doit être rapide, ça doit être chic, ça doit être... Ok, c'est lié à de l'expérience utilisateur, mais bon, à part ça, voilà. Surtout que les critères vraiment UX ont quand même un impact minime par rapport à ça. Après, après, il y a des gens qui font quand même du bon taf. Et en plus, j'ai cité l'exemple parce que Laura Blanchard a fait une super conf sur le sujet. Enfin, encore, elle n'a pas parlé une seule fois, je pense, de SXO. Et quand on discute avec elle, elle dit elle-même, ouais, bon, SXO, ok, d'accord, c'est pas ça la finalité. Mais elle a fait une super conf où elle montre bah, comment, entre guillemets, le mix, le SEO avec l'UX, le CRO, etc. Et elle m'a presque fait changer d'avis. Mais en tout cas, je dirais que voilà, si vous travaillez comme Laura, oui, ok, vous pouvez dire qu'effectivement, vous amenez peut-être une plus-value à ça. C'est super. Mais sinon, en soi, le SXO, l'Eldorado, il faut faire du SXO, là, blablabla. Ouais, non, c'est du bullshit. Par contre, ouais, ce que Laura Faut bien fait, vendre des nouvelles prestats, quoi. oui, mais c'est un peu ça, quoi, hein. C'est vraiment ça. Et c'est ça, ce côté de bullshit. Par contre, quand vraiment, comme Laura et je suppose aussi Virginie, Victor, enfin toutes ces équipes-là qui travaillent vraiment bien, eux, voilà, ils font du SEO, ils font du CRO et ils mixent les deux, et ils en font vraiment, ils travaillent les deux, ils gagnent, enfin voilà, il y a une cohérence, tout ça. Voilà, c'est super. Mais tu les entends pas dire, ouais, le SXO, là, il est là, quoi. Voilà, ils font juste du bon boulot et c'est super.
Mais sinon, je trouve que c'est un peu bullshit aussi. Et il y a plein de trucs comme ça. Bon, ça a du sens en même temps que le site il ait une bonne gueule et qu'il plaise à l'internaute qui se balade, mais je veux dire, n'importe quel thème WordPress, entre guillemets, pas trop dégueu, plaît à l'internaute et a une bonne gueule, Oui, quoi. mais après, moi, je suis pas contre de dire, enfin, que du contraire. Je pense que tu travailles ton SEO, tu travailles ton UX, tu travailles ton CRO, et effectivement, à un moment, il doit y avoir des liens entre les deux, parce que le SEO, souvent, en fait, va générer des contraintes pour les autres, parce qu'on va vouloir avoir beaucoup de contenu, du contenu bien optimisé, etc. Et ben, l'UX, le CRO, ben, il faut qu'on puisse les mettre de manière à ce que ça ne vienne pas embêter tout ça. Mais on fait ça depuis 20 ans, hein. On n'a pas attendu le SXO, tu vois, ça Mhm. existait déjà. Et donc, voilà, c'est juste ça, Ça quoi. Je veux reste tout dire, de ça même, existait. ça reste tout de même pour moi une vue de l'esprit et un peu un délire de se dire qu'on peut, j'en discutais dans le podcast qu'avec David Goss juste avant le tien, euh, de se dire qu'on peut faire de la page de vente en mode, tu sais, tunnel ou vraiment page de vente en respectant les règles et tout, et du SEO, et de l'UX, et du machin, et du truc, ça reste quand même super compliqué. Quand on voit déjà les contraintes du SEO pour faire ranker une page, avoir un beau texte et tout, venir refoutre là-dessus tout un tas de contraintes, ça reste super compliqué, quoi. C'est plutôt pour moi se tirer une balle dans le pied. Je préfère donc de Ouais, l'UX, ok, mais séparons quoi. La page, elle est là pour attirer du traf. Essaye d'orienter ton visiteur avec des pop-up, des ce que tu veux, des clics, des boutons, des call to action et tout, vers là où tu vas bosser quoi. ouais. Alors après, moi, j'ai aussi une autre approche, c'est qu'en gros, tout ce qui est, entre guillemets, au-dessus de la ligne de flottaison, est quand même fort orienté conversion. Ok, avec un petit peu de truc. Et puis après, tout ce qui est en dessous, c'est du SEO, quoi. Les gens, de toute façon, si quand ils arrivent et ils ont leur call to action, etc., bah, ils peuvent faire bah, ce qu'ils doivent faire. Après, s'ils scrollent, bah, ils ont du contenu SEO, voilà, c'est pas grave, quoi. Oui, les gens ne Donc, lisent pas de toute façon. Daidou avait fait un test un petit peu avant Bazooka. C'était très, très marrant son truc. En fait, il rankait par les titres des articles. Donc, sa page WordPress étant en fait des ensembles d'articles cumulés les uns au-dessus des autres sur la sidebar et en bas. Son article n'avait pas de texte, il avait juste un title, mais comme il affichait sans title dans la page, sémantiquement, ça avait un sens. Et il blindait de pubs partout. Et je lui dis, mais ça peut pas marcher ton truc. Il dit si, ça blinde, ça rank. Et en plus, comme il y a de la pub, bah, les gens ils cliquent. Ils lisent pas, ils cherchent même pas le contenu. En fait, ils cliquent quoi. Et ceux qui trouvent pas le contenu se barrent. Je vais trouver ça assez marrant que ça prouve que beaucoup de gens ne lisent pas quoi. bah, tu sais, il y a pas mal d'études, hein, qui montrent que on est de plus en plus pressé sur le net et qu'on reste genre 2 3 secondes sur une page, quoi. Donc on a besoin de trouver rapidement l'info dont on a besoin, et on navigue. Ouais, c'est comme ça, des gens qui lisent vraiment du texte sur des pages. C'est juste, oui, si tu recherches une information, une réponse à une question, tu vois, à ce moment-là, tu lis un peu plus, ou des articles d'actualité, ce genre de choses. Mais sinon, sur des sites de vente, oui, enfin, tu vois, les gens lisent pas, hein. Ok, t'as fait le tour du bullshitting. Oh, je pense qu'on pourrait encore en parler des heures, mais je pense que c'est pas mal. Je voulais juste dire, l'idée, c'est juste de dire, arrêtez de croire tout ce que vous lisez. Voilà, faites vos tests, ou renseignez-vous auprès de bonnes personnes, mais ou voilà, la SERP ne ment pas. Si dans votre thématique, les 10 premiers, vous voyez qu'ils ont tous fait du CRAD, bah, c'est peut-être que voilà, malheureusement, le CRAD fonctionne toujours, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire du CRAD pour autre. Ouais, bon, quand tu fais du crade, tu sais que ça pète du jour au lendemain et quand ça pète, tu viens pas pleurer, quoi. Mais Voilà. voilà. Mais tu fais pas Entre-temps, ça. tu prends les sous-sous, quoi. Ouais, mais tu fais pas ça sur des sites clients, quoi. Ouais, ou alors ton client connaît les risques, il est Oui, parfaitement au et courant qu'il et sait éviter c'est que ça lui rend qui t'a dit voilà, temporaire. moi je veux des strates éphémères, ce que je veux c'est prendre la caillasse pour le moment et puis quand ça. Là, j'ai un mec là-dessus qui m'a contacté pour des liens, j'ai refusé parce que j'ai bien vu sa stratégie, il me l'a avoué. Le mec est c'est les agents de sécurité pour les chantiers, tu sais. Le gars ne fait que de l'encre exacte et en fait il a des sites, c'est des sites qu'il appelle jetables. Tous les 6 mois, il refait un site et tous les Ouais, 6 mois, il ouais. rachète du netlinking. Tous les 6 mois, il se fait péter. Alors, 6 mois, c'est à peu près, mais par contre, que de l'encre exacte, avec 40 clients en encre exacte, il est positionné, il prend les devis. Il est sur un marché où, quand il a un client, il dure des années avec ce client et les chantiers. Donc, je dis, bah, écoute, voilà, à chaque fois, je sais que c'est un billet de 2000 balles, c'est rentabilisé au premier devis, c'est rentabilisé. Il le sait, Ouais, il sait exactement, quoi.
C'est une stratégie qui fonctionne, hein. On sait que ça marche sur du court terme. Bon, on le voit Donc, encore avec le Black Hat et les générateurs de contenu, hein. Les sites avec de la bouillie lisible se positionnent encore lorsque c'est bien fait. Et de temps en temps, bah, ça s'écroule, de temps en temps, ça pète, de temps en temps, il y en a, ça fait un an et demi que je le garde. Tous les mois, il ramène ses 100 balles depuis un an et demi et j'y ai passé une demi-journée dessus, même pas. Donc, voilà. Et le jour où il pète, je viendrai pour pleurer. ouais, bah, voilà, c'est des sites poubelles, quoi. C'est ça. Tu as autre chose que tu voulais aborder? Je pense que ça fait on a Ça fait fait... un bon tour d'horizon. Ouais, ouais, bah écoute, on dit toujours à de l'ESO, on pourra en parler pendant des jours, mais là, effectivement, on va peut-être Donc, si on c'est là pour veut aujourd'hui. t'acheter, si on a besoin de liens là, chez toi, on va chez We Want Links, on te contacte, on fait quoi? Les deux, donc soit ils peuvent aller s'inscrire sur WorldLink, soit ils m'envoient un petit message sur Twitter, LinkedIn, Skype, possible ne fût-ce que pour, parce que de base, les liens sont protégés sur WorldLink, donc vous ne voyez pas les domaines, mais si vous me demandez, je peux vous les débloquer, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, même pour la certification, voilà, donc tu peux mettre Je mon mets ton compte Twitter Twitter, en dessous sous la vidéo, comme ça ouais, on peut te retrouver. Puis s'il y a des commentaires, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Ouais. oui, si vous dites que j'ai un petit accent, c'est parce que je viens de Belgique. Ouais, on n'a pas précisé, je me suis dit que les gens allaient comprendre. Oui, Non, ça mais s'entend. Ouais. s'il y a des questions, vous laissez un petit commentaire là sous la vidéo. Si je ne sais pas répondre ou si ça concerne Dimi, je ferai suivre à l'intéressé. Et puis bah, écoute, encore merci d'avoir pris du temps. Mais avec plaisir. Ça, on se tient au courant. À très bientôt. Et puis bah, encore, n'hésitez pas si ça vous a plu, hein, vous likez la vidéo, vous partagez sur les réseaux sociaux. Si vous voulez être informé des vidéos sans avoir à vous balader sur YouTube, vous avez juste à vous inscrire à la newsletter en dessous. Peut-être que Dimi va nous trouver un code promo sur We Want Links, un truc comme ça, pour ceux qui ne sont pas inscrits Ah, et qui voudraient faire un premier test. Je vous le mettrai pareil par mail. Vous inscrivez à la newsletter, je le shooterai dans la prochaine newsletter. Et voilà, on fera ça. c'est cool. Merci, ciao, ciao, Dimi. Salut, salut.